Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset. Madame, je prends la liberté de vous envoyer quelques vers que je viens d'écrire en relisant un chapitre d'Indiana, celui où Noun reçoit Raymond dans la chambre de sa maîtresse. Leur peu de valeur m'aurait fait hésiter à les mettre sous vos yeux s'il n'était pour moi une occasion de vous exprimer le sentiment d'admiration sincère et profonde qui les a inspirés. Agréez, madame, l'assurance de mon respect. Alfred de Musset. Sand, quand tu l'écrivais, où donc l'avais-tu vu, cette scène terrible où Noun, à demi nu, sur le lit d'Indiana, s'enivre avec Raymond? Qui donc te la dictait, cette page brûlante, où l'amour cherche en vain d'une main palpitante le fantôme adoré de son illusion? En as-tu dans le cœur la triste expérience? Ce qu'éprouve Raymond, te le rappelais-tu? Et tous ces sentiments d'une vague souffrance, ces plaisirs sans bonheur, si pleins d'un vide immense, as-tu rêvé cela, Georges, ou l'as-tu connu? N'est-ce pas le réel, dans toute sa tristesse, que cette pauvre Noun, les yeux baignés de pleurs, versant à son ami le vin de sa maîtresse, croyant que le bonheur, c'est une nuit d'ivresse et que la volupté, c'est le parfum des fleurs? Et cet être divin, cette femme angélique, que dans l'air embaumé Raymond voit voltiger, cette frêle Indiana dont la forme magique erre sur les miroirs comme un spectre léger. Ô Georges, n'est-ce pas la pâle fiancée dont l'ange du désir est l'immortel amant? N'est-ce pas l'idéal, cet amour insensé, qui sur tous les amours plane éternellement? Ah, malheur à celui qui lui livre son âme, qui couvre de baisers sur le corps d'une femme le fantôme d'une autre, et qui sur la beauté veut boire l'idéal dans la réalité. Malheur à l'imprudent qui, lorsque Noun l'embrasse, peut penser autre chose en entrant dans son lit, sinon que Noun est belle et que le temps qui passe a compté sur ses doigts les heures de la nuit. Demain viendra le jour, demain, désabusé, Noun, la fidèle Noun, par sa douleur brisée, rejoindra sous les eaux l'ombre d'Ophélia. Elle abandonnera celui qui la méprise, et le cœur orgueilleux qui ne l'a pas comprise aimera l'autre en vain. N'est-ce pas, Lélia? 24 juin 1833. Voilà, madame, le fragment que vous désirez lire et que je suis assez heureux pour avoir retrouvé, en partie dans mes papiers, en partie dans ma mémoire. Soyez assez bonne pour faire en sorte que votre petit caprice de curiosité ne soit partagé par personne. Votre bien dévoué serviteur, Alfred de Musset, mardi. Votre aimable lettre a fait bien plaisir, madame, à une espèce d'idiot entortillé dans de la flanelle comme une épée de bourgmestre. Il vous remercie bien cordialement de votre souvenir pour une sottise qui n'en valait pas la peine et dont il est bien fâché de vous avoir rendu témoin. Que vous ayez le plus tôt possible la fantaisie de perdre une soirée avec lui, c'est ce qu'il vous demande surtout. Votre bien dévoué, Alfred de Musset. Je suis obligé, madame, de vous faire le plus triste aveu. Je monte la garde mardi prochain. Tout autre jour de la semaine, ou ce soir même, si vous étiez libre. Je suis tout à vos ordres et reconnaissant des moments que vous voulez bien me sacrifier. Votre maladie n'a rien de plaisant, quoique vous ayez envie d'en rire. Il serait plus facile de vous couper une jambe que de vous guérir. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé de cataplasme à poser sur le cœur. Ne regardez pas trop la lune, je vous en prie, et ne mourrez pas avant que nous n'ayons exécuté ce beau projet de voyage dont nous avons parlé. Voyez quel égoïste je suis. Vous dites que vous avez manqué d'aller dans l'autre monde, je ne sais vraiment pas trop ce que je fais dans celui-ci. Tout à vous de cœur, Alfred de Musset, lundi.
J'ai reçu l'Elia. Je vous en remercie, et bien que j'eusse résolu de me conserver cette jouissance pour la nuit, il est probable que j'aurais tout lu avant de retourner au corps de garde. Si, après avoir raisonnablement trempé vos doigts dans l'encre, vous vous couchez prosaïquement, je souhaite que Dieu vous délivre de votre mal de tête. Si vous avez réellement l'idée d'aller vous percher sur les tours de Notre-Dame, vous serez la meilleure femme du monde si vous me permettez d'y aller avec vous. Pourvu que je rentre à mon poste le matin, je puis disposer de ma veillée patriotique. Répondez-moi un mot, et croyez à mon amitié sincère. Alfred de Musset. Vous êtes bien bonne et bien aimable de penser à moi. Je m'aperçois que le porteur de votre lettre s'est exalté sur la route, en sorte que, de peur de méprise, je prends la précaution du papier pour vous dire que je suis parfaitement libre, et que je vous remercie de votre aimable invitation. Votre bien dévoué serviteur, Alfred de Musset. Éprouver de la joie à la lecture d'une belle chose faite par un autre est le privilège d'une ancienne amitié. Je n'ai pas ces droits auprès de vous, madame, il faut cependant que je vous dise que c'est là ce qui m'est arrivé en lisant l'Elia. J'étais dans ma petite cervelle, très inquiet de savoir ce que c'était. Cela ne pouvait pas être médiocre, mais enfin, ça pouvait être bien des choses avant d'être ce que cela est. Avec votre caractère, vos idées, votre nature de talent, si vous eussiez échoué là, je vous aurais regardé comme valant le quart de ce que vous valez. Vous savez que malgré tout, votre cher mépris pour vos livres, que vous regardez comme des espèces de contreparties des mémoires de vos boulangers, etc. Vous savez, dis-je, que pour moi, un livre, c'est un homme, ou rien. Je me soucie autant que de la fumée d'une pipe, de tous les arrangements, combinaisons, drames, qu'à tête reposée et en travaillant pour votre plaisir, vous pourriez imaginer et combiner. Il y a dans l'Elia des vingtaines de pages qui vont droit au cœur, franchement, vigoureusement, tout aussi belles que celles de René et de Lara. Vous voilà George Sand. Autrement, vous eussiez été Madame une telle faisant des livres. Voilà un insolent compliment, je ne saurais en faire d'autres. Le public vous les fera. Quant à la joie que j'ai éprouvée, en voici la raison. Vous me connaissez assez pour être sûr, à présent, que jamais le mot ridicule de « voulez-vous » ou « ne voulez-vous pas » ne sortira de mes lèvres avec vous. Il y a la mer Baltique entre vous et moi sous ce rapport. Vous ne pouvez donner que l'amour moral, et je ne puis le rendre à personne. En admettant que vous ne commenciez pas tout bonnement par m'envoyer paître si je m'avisais de vous le demander, mais je puis être, si vous m'en jugez digne, non pas même votre ami, c'est encore trop moral pour moi, mais une espèce de camarade sans conséquence et sans droit, par conséquent sans jalousie et sans brouille, capable de fumer votre tabac, de chiffonner vos peignoirs et d'attraper des rhumes de cerveau en philosophant avec vous sous tous les marronniers de l'Europe moderne. Si, à ce titre, quand vous n'avez rien à faire ou envie de faire une bêtise, comme je suis poli, vous voulez bien de moi pour une heure ou une soirée, au lieu d'aller ces jours-là chez Madame une telle faisant des livres, j'aurai affaire à mon cher monsieur George Sand, qui est désormais pour moi un homme de génie. Pardonnez-moi de vous le dire en face, je n'ai aucune raison pour mentir. À vous, de cœur. Alfred de Musset. Mercredi. Mon cher Georges, vos beaux yeux noirs que j'ai outragés hier m'ont trotté dans la tête ce matin. Je vous envoie cette ébauche, toute laide qu'elle est, par curiosité pour voir si vos amis la reconnaîtront et si vous la reconnaîtrez vous-même. Good night. I am gloomy today. Alfred de Musset. Je crois, mon Georges, que tout le monde est fou ce matin. Vous qui vous couchez à 4 heures, vous m'écrivez à 8, moi qui me couche à 7,
J'étais tout grand éveillé au beau milieu de mon lit quand votre lettre est venue. Mes gens auront pris votre commissionnaire pour un usurier car on l'a renvoyé sans réponse. Comme j'étais en train de vous lire et d'admirer la sagesse de votre style, arrive un de mes amis, toujours à 8 heures, lequel ami se lève ordinairement à 2 heures de l'après-midi. Il était cramoisi de fureur contre un article des débats où l'on s'efforce ce matin même de me faire un tort commercial de quelques douzaines d'exemplaires, en vertu de quoi j'ai essuyé mon rasoir dessus. J'irai certainement vous voir à minuit. Si vous étiez venu hier soir, je vous aurais remercié cette fois comme ange consolateur et demi, ce qui fait bien proche de Dieu. J'ai pleuré comme un veau pour faire ma digestion, après quoi je suis accouché par le forceps de 5 verres et une hémistiche, et j'ai mangé un fromage à la crème qui était tout aigre. Que Dieu vous conserve en joie, vous et votre progéniture, jusqu'à la 21e génération. Yours, truly, Alfred de Musset. Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je vous l'écris sottement au lieu de vous l'avoir dit, je ne sais pourquoi, en rentrant de cette promenade. J'en serai désolé ce soir. Vous allez me rire au nez, me prendre pour un faiseur de phrases dans tous mes rapports avec vous jusqu'ici. Vous me mettrez à la porte et vous croirez que je mens. Je suis amoureux de vous. Je le suis, depuis le premier jour où j'ai été avec vous. J'ai cru que je m'en guérirais tout simplement en vous voyant à titre d'ami. Il y a beaucoup de choses dans votre caractère qui pouvaient m'en guérir. J'ai tâché de me les persuader tant que j'ai pu, mais je paye trop cher les moments que je passe avec vous. J'aime mieux vous le dire, et j'ai bien fait, parce que je souffrirai bien moins pour m'en guérir à présent si vous me fermez votre porte. Cette nuit, j'avais résolu de vous faire dire que j'étais à la campagne, mais je ne veux pas vous faire de mystère, ni avoir l'air de me brouiller sans sujet. Maintenant, Georges, vous allez dire « encore un qui va m'ennuyer », comme vous dites. Si je ne suis pas tout à fait le premier venu pour vous, dites-moi, comme vous me l'auriez dit hier en me parlant d'un autre, ce qu'il faut que je fasse. Mais je vous en prie, si vous voulez me dire que vous doutez de ce que je vous écris, ne me répondez plutôt pas du tout. Je sais comme vous pensez de moi, et je n'espère rien en vous disant cela. Je ne puis qu'y perdre une amie et les seules heures agréables que j'ai passées depuis un mois. Mais je sais que vous êtes bonne, que vous avez aimé, et je me confie à vous, non pas comme à une maîtresse, mais comme à un camarade franc et loyal. Georges, je suis un fou de me priver du plaisir de vous voir pendant le peu de temps que vous avez encore à passer à Paris, avant votre voyage à la campagne, et votre départ pour l'Italie, où nous aurions passé de belles nuits, si j'avais de la force. Mais la vérité est que je souffre et que la force me manque. Alfred de Musset. S'il y a dans les feuilles que je viens de lire une page où vous ayez pensé à moi et que je l'ai deviné, je vous remercie, Georges. Je voudrais que vous me connussiez mieux, que vous voyiez qu'il n'y a pas dans ma conduite envers vous ni rouerie, ni orgueil affecté, et que vous ne me fassiez pas plus grand ni plus petit que je ne suis. Je me suis livré sans réflexion au plaisir de vous voir et de vous aimer. Je vous ai aimé, non pas chez vous, près de vous, mais ici, dans cette chambre où me voilà seul à présent. C'est là que je vous ai dit ce que je n'ai jamais dit à personne. Vous souvenez-vous que vous m'avez dit un jour que quelqu'un vous avait demandé si j'étais Octave ou Collio, et que vous aviez répondu, tous les deux, je crois. Ma folie a été de ne vous en montrer qu'un, Georges, et quand l'autre a parlé, vous lui avez répondu comme à qui la faute? À moi. Plaignez ma triste nature qui s'est habituée à vivre dans un cercueil scellé et à haïsser les hommes qui m'y ont forcé. Voilà un mur de prison, disiez-vous hier, tout viendrait s'y briser. Oui, Georges,
Voilà un mur. Vous n'avez oublié qu'une chose, c'est qu'il y a derrière un prisonnier. Voilà mon histoire tout entière, ma vie passée, ma vie future. Je serai bien avancé, bien heureux quand j'aurai barbouillé de mauvaises rimes les murs de mon cachot. Voilà un beau calcul, une belle organisation de rester muet en face de l'être qui peut vous comprendre et de faire de ses souffrances un trésor sacré pour le jeter dans toutes les voiries, dans tous les égouts, à 6 francs l'exemplaire. Pouah. Plaignez-moi, ne me méprisez pas. Puisque je n'ai pu parler devant vous, je mourrai muet. Si mon nom est écrit dans un coin de votre cœur, quelque faible, quelque décoloré qu'en soit l'empreinte, ne l'effacez pas. Je puis embrasser une fille galeuse et ivre morte, mais je ne puis embrasser ma mère. Aimer ceux qui savent aimer, je ne sais que souffrir. Il y a des jours où je me tuerai, mais je pleure ou j'éclate de rire, non pas aujourd'hui par exemple. Adieu, Georges, je vous aime comme un enfant. Venise. Adieu mon enfant, je pense que tu resteras ici. Quelle que soit ta haine ou ton indifférence pour moi, si le baiser d'adieu que je t'ai donné aujourd'hui est le dernier de ma vie, il faut que tu saches qu'au premier pas que j'ai fait dehors avec la pensée que je t'avais perdu pour toujours, j'ai senti que j'avais mérité de te perdre, et que rien n'est trop dur pour moi. S'il t'importe peu de savoir si ton souvenir me reste ou non, il m'importe à moi aujourd'hui que ton spectre s'efface déjà et s'éloigne devant moi. De te dire que rien d'impur ne restera dans le sillon de ma vie où tu as passé, et que celui qui n'a pas su t'honorer quand il te possédait peut encore y voir clair à travers ses larmes, et t'honorer dans son cœur, où ton image ne mourra jamais. Adieu mon enfant. Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset. Al signor Alfred de Musset in gondola alla Piazzetta. Non, ne pars pas comme ça, tu n'es pas assez guéri. Je ne veux pas que tu partes seul. Pourquoi se quereller, mon Dieu? Ne suis-je pas toujours le frère Georges, l'ami d'autrefois? Tu m'as dit de partir, et je suis parti. Tu m'as dit de vivre, et je vis. Nous nous sommes arrêtés à Padoue. Il est 8 heures du soir, et j'étais fatigué. Ne doute pas de mon courage. Écris-moi un mot à Milan, frère chéri, Georges bien-aimé. Dimanche, à Monsieur Alfred de Musset, poste restante à Milan. Je voulais te suivre de loin, mon enfant. En rentrant à Venise, je devais partir pour Vicence avec Pagello et savoir comment tu as passé ta première et triste journée. Mais j'ai senti que je n'aurais pas le courage de passer la nuit dans la même ville que toi, sans aller t'embrasser encore le matin. J'en mourrais d'envie, mais j'ai craint de renouveler pour toi les souffrances et l'émotion de la séparation. Et puis j'étais si malade en rentrant chez moi que je craignais de n'en avoir pas la force moi-même. Monsieur Repizzo est venu me chercher et m'a emmené malgré moi coucher chez lui. Ils ont été très bons pour moi et m'ont parlé de toi avec beaucoup d'intérêt, ce qui m'a fait un peu de bien. À présent, je t'écris de Trévise. Je suis partie de Venise ce matin à 6 heures. Je vais absolument être à Vicence ce soir et aller à l'auberge où tu as couché. J'y dois trouver une lettre d'Antonio à qui j'ai recommandé de me laisser de tes nouvelles. Je suis forcée de m'arrêter ici 1 heure ou 2 parce que Pagello a une visite à faire et m'a prié de prendre cette route qui n'est pas plus longue que l'autre à ce qu'il dit. Je ne serai tranquille que ce soir. Et encore, quelle tranquillité! Un voyage si long, et toi si faible encore. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je prierai Dieu du matin au soir. J'espère qu'il m'entendra. Je trouverai ta lettre demain à Venise. J'arriverai presque en même temps qu'elle. Ne t'inquiète pas de moi. Je suis forte comme un cheval. Mais ne me dis pas d'être gaie et tranquille. Cela ne m'arrivera pas de sitôt. Pauvre ange, comment auras-tu passé cette nuit?
et j'espère que la fatigue t'aura forcé de dormir. Sois sage et prudent et bon, comme tu me l'as promis. Écris-moi de toutes les villes où tu coucheras, ou fais-moi au moins écrire par Antonio si cela t'ennuie. Moi je t'écrirai à Genève ou à Turin, selon la route que tu prendras et dont tu m'informeras à Milan. Adieu, adieu mon ange. Que Dieu te protège, te conduise et te ramène un jour ici, si j'y suis. Dans tous les cas, certes, je te verrai aux vacances. Avec quel bonheur alors! Comme nous nous aimerons bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon petit frère, mon enfant? Ah, qui te soignera et qui soignerai-je? Qui aura besoin de moi? Et de qui voudrais-je prendre soin désormais? Comment me passerai-je du bien et du mal que tu me faisais? Puisses-tu oublier les souffrances que je t'ai causées et ne te rappeler que les bons jours? Le dernier surtout, qui me laissera un baume dans le cœur et en soulagera la blessure. Adieu, mon petit oiseau. Aime toujours ton pauvre vieux Georges. Je ne te dis rien de la part de Pagello, sinon qu'il te pleure presque autant que moi, et que quand je lui ai redit tout ce dont tu m'avais chargé pour lui, il a fait comme avec sa femme aveugle. Il s'est enfui en colère et en sanglotant. Trévise, 30 mars. Genève. Vendredi 4 avril. Mon Georges, chéri, je suis à Genève. Je suis parti de Milan sans avoir trouvé de lettre de toi à la poste. Peut-être m'avais-tu écrit, mais j'avais retenu mes places tout de suite en arrivant, et le hasard a voulu que le courrier de Venise, qui arrive toujours 2 heures avant le départ de la diligence de Genève, s'est trouvé en retard cette fois. Je t'en prie, si tu m'as écrit à Milan, écris au directeur de la poste de me faire passer ta lettre à Paris. Je la veux, n'eût-elle que 2 lignes. Écris-moi à Paris, mon ami. Je t'ai laissé bien lasse, bien épuisée de ces 2 mois de chagrin. Tu me l'as dit d'ailleurs, tu as bien des choses à me dire. Dis-moi surtout que tu es tranquille, que tu seras heureuse. Tu sais que j'ai très bien supporté la route. Antonio doit t'avoir écrit. Je suis fort, bien portant, presque heureux. Te dirais-je que je n'ai pas souffert, que je n'ai pas pleuré bien des fois dans ces tristes nuits d'auberge? Ce serait me vanter d'être une brute, et tu ne me croirais pas. Je t'aime encore d'amour, Georges. Dans 4 jours, il y aura 300 lieues entre nous. Pourquoi ne parlerais-je pas franchement? À cette distance-là, il n'y a plus ni violence ni attaque de nerfs. Je t'aime. Je te sais auprès d'un homme que tu aimes, et cependant je suis tranquille. Les larmes coulent abondamment sur mes mains tandis que je t'écris, mais ce sont les plus douces, les plus chères larmes que j'ai versées. Je suis tranquille. Ce n'est pas un enfant épuisé de fatigue qui te parle ainsi. J'atteste le soleil que j'y vois aussi clair dans mon cœur que lui dans son orbite. Je n'ai pas voulu t'écrire avant d'être sûr de moi. Il s'est passé tant de choses dans cette pauvre tête. De quel rêve étrange je m'éveille. Ce matin, je courais les rues de Genève en regardant les boutiques. Un gilet neuf, une belle édition d'un livre anglais, voilà ce qui attirait mon attention. Je me suis aperçu dans une glace, j'ai reconnu l'enfant d'autrefois. Qu'avais-tu donc fait, ma pauvre amie? C'était là l'homme que tu voulais aimer. Tu avais 10 ans de souffrance dans le cœur, tu avais depuis 10 ans une soif inextinguible de bonheur, et c'était là le roseau sur lequel tu voulais t'appuyer. Toi, m'aimer. Mon pauvre Georges. Cela m'a fait frémir. Je t'ai rendue si malheureuse, et quel malheur plus terrible n'ai-je pas encore été sur le point de te causer. Je le verrai longtemps, mon Georges, ce visage pâli par les veilles qui s'est penché 18 nuits sur mon chevet. Je te verrai longtemps dans cette chambre funeste où tant de larmes ont coulé. Pauvre Georges, pauvre cher enfant, tu t'étais trompé, tu t'es cru ma maîtresse, tu n'étais que ma mère.
Le ciel nous avait fait l'un pour l'autre. Nos intelligences, dans leur sphère élevée, se sont reconnues comme deux oiseaux des montagnes. Elles ont volé l'une vers l'autre, mais l'étreinte a été trop forte. C'est un inceste que nous commettions. Eh bien, mon unique ami, j'ai été presque un bourreau pour toi, du moins dans ces derniers temps. Je t'ai fait beaucoup souffrir, mais Dieu soit loué, ce que je pouvais faire de pis encore, je n'ai pas fait. Oh, mon enfant, tu vis, tu es belle, tu es jeune. Tu te promènes sous le plus beau ciel du monde appuyé sur un homme dont le cœur est digne de toi. Brave jeune homme. Dis-lui combien je l'aime et que je ne puis retenir mes larmes en pensant à lui. Eh bien, je ne t'ai donc pas dérobé à la Providence, je n'ai donc pas détourné de toi la main qu'il te fallait pour être heureuse. J'ai fait peut-être en te quittant la chose la plus simple du monde, mais je l'ai faite. Mon cœur se dilate malgré mes larmes. J'emporte avec moi deux étranges compagnes, une tristesse et une joie sans fin. Quand tu passeras le Simplon, pense à moi, Georges. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.